Bonjour tout le monde. Euh, Encore heureux de vous retrouver. Une fois de plus, c'est la huitième conférence à distance portant toujours sur la procédure civile pour les étudiants du S6 section française. Donc, dans le précédent cours, nous avons essayé de passer en revue les différentes classifications des jugements, les 7 classifications des jugements. Et dans le cadre de ce cours, comme on avait promis, on va étudier l'élaboration du jugement. J'avais indiqué que lorsque le jugement a été prononcé, il a des effets. Il a un certain nombre d'effets. Mais encore faut-il que cet acte par lequel le juge dit le droit, il obéisse à certains critères, à certaines obligations, à certaines modalités, à certaines formalités qui sont substantielles, qui sont d'ordre public. Donc, le législateur a souhaité que cet acte juridique appelé le jugement soit entouré, dans sa réalisation, de règles spécifiques, de règles particulières. D'abord, le jugement doit être rendu en délibéré, notamment, surtout, lorsqu'il s'agit d'une formation collégiale. Lorsque le tribunal est formé par une formation collégiale, systématiquement, le jugement doit être rendu après un délibéré. Donc, il doit être mis en délibéré avant qu'il ne soit prononcé. Une fois que le délibéré a eu lieu, on revient vers une phase technique, c'est celle de la rédaction du jugement par le juge, bien entendu. Et enfin, ce processus se termine par le prononcé du jugement. Il faut le prononcer. Rappelez-vous, j'avais indiqué que toutes les audiences, conformément au principe de la publicité, ils doivent être publics. Il faut qu'ils soient publics. Donc, on va étudier, si vous permettez, 3 choses. Le délibéré du jugement et la rédaction du jugement et enfin le prononcé du jugement. S'agissant du délibéré, sauf lorsque le tribunal est constitué d'un juge unique, en dehors de cette situation, et lorsque le jugement est toujours a été produit par une formation collégiale, toujours il doit être rendu après qu'il soit mis en délibéré par les magistrats. Nous avons 2 manières de se faire en matière de délibérer. Soit l'affaire est simple, il n'est pas compliqué. Et dans ce cas-là, puisque l'application de la loi ne souffre d'aucune difficulté, les juges sur le siège, le président se retourne vers ses assesseurs, vers les 2 personnes qui sont avec lui. Une formation collégiale se fait toujours avec un nombre impair à 3. Donc, le président se tourne vers les 2 assesseurs pour prendre leur avis et il statue tout de suite. On dit que le jugement est rendu sur le siège, al-kursi, c'est-à-dire sur place, sans qu'on ait besoin de prendre un certain temps et de revenir plus tard, quelques jours ou quelques mois après, pour rendre le jugement, pour prononcer le jugement. Cependant, dans la pratique, la majorité des situations, le tribunal prend son temps. Il prend son temps pour discuter l'affaire, pour justement, encore une fois, le juge rapporteur présente son rapport sur cette affaire et que le juge puisse discuter entre eux le processus qui a eu lieu pendant tout le cours du procès. Et dans ce cas-là, le délibéré serait justement émis, mais pour que celui-ci puisse prendre sa décision dans une date antérieure. Il faut indiquer que le délibéré se fait toujours en secret. C'est une règle sacro-sainte. Un magistrat faisant partie de ce délibéré et qui viole le secret professionnel est susceptible, bien sûr, des sanctions disciplinaires prévues par le statut des magistrats, mais encore également par les dispositions du code pénal. C'est pratiquement la pire des violations qu'un magistrat puisse commettre, c'est de violer le secret professionnel de délibéré. C'est la raison pour laquelle même vous êtes ami avec un magistrat, et
il ne peut jamais vous révéler le secret professionnel de délibérer parce que c'est quelque chose de sacré, c'est le juge. Donc, ne peuvent siéger pour le délibéré que les magistrats qui ont participé à tous les débats. Un magistrat qui vient pour la première fois, il ne peut pas siéger dans ce délibéré. Il ne siège dans le délibéré que les magistrats qui ont assisté à toutes les audiences. Le greffier et le ministère public ne participent pas à ce délibéré. Il est réservé exclusivement aux magistrats qui, au cours de toute l'instance, ont fait partie de l'audience. Donc, une fois que les juges ont pris connaissance du rapport du juge rapporteur, et une fois qu'ils ont discuté entre eux, bien sûr, dans ce cas-là, les choses deviennent claires et ils essayent de se mettre d'accord sur une solution. Et en tout état de cause, s'il y a des accords, on passe au vote. Bien sûr, sous l'égide du président de la formation, le président de l'audience. Le juge président procède au vote et c'est la raison pour laquelle on a souhaité qu'il y ait 3 magistrats et on verra vers quelle solution la balance va se tendre. Et conformément justement à ce vote, bien sûr, le jugement sera élaboré et il serait prononcé dans la séance publique dont j'avais parlé tout à l'heure. Donc, ce n'est qu'après avoir échangé entre eux différents arguments, ce n'est qu'après avoir discuté entre eux la décision qui serait prise que le tribunal revient vers le siège pour prononcer le jugement. Dans les cas où la décision est contradictoire, et après constatation que les parties sont présentes, ou s'ils ne sont pas présentes eux-mêmes, leurs mandataires sont présents à l'audience, le greffier procède immédiatement à la notification qui vient d'être rendue et remet aux parties une copie de dispositif, uniquement le dispositif, le mantoq diyal al-hukm. Mention de cette notification et de cette remise est faite à la suite du jugement. En outre, le président, surtout si la décision qui est rendue est susceptible de voie de recours, il avise les parties qu'ils doivent faire ce recours et il les avise des délais prévus par la loi. Vient ensuite la phase de la rédaction du jugement. Un jugement, lorsqu'il est rendu, il ne peut pas rester oral. Faute de quoi, dans 2, 3, 4 mois, il sera perdu. On aura oublié son prononcé, on aura oublié son dispositif, on aura oublié les motifs. C'est la raison pour laquelle il est fondamentalement important à ce que les jugements soient rédigés. Un jugement n'est jamais un jugement verbal, il prend toujours la forme écrite, il est toujours constaté par écrit. Le jugement doit contenir, à peine de nullité, certaines énonciations qui sont énoncées par les dispositions de l'article 50 du Code de la procédure civile. Certaines mentions qui demeurent obligatoires, faute de quoi le jugement peut être frappé de la nullité. Quelles sont ces dispositions qui sont prévues par l'article 50? D'abord, le jugement doit indiquer que lorsqu'il est rendu, bien entendu, en audience publique, qu'il porte l'intitulé « Royaume du Maroc » au nom de Sa Majesté, le roi. Obligatoirement, les jugements doivent porter cette mention. Il comporte également le nom du juge qui a rendu la décision, du ministère public, si jamais il a fait partie de l'instance, et du greffier, ainsi qu'en matière sociale, éventuellement les assesseurs, mais on sait qu'en pratique, les assesseurs n'existent pas au Maroc puisque ces derniers n'ont jamais été élus, n'ont jamais été désignés pour ce faire. Donc, en plus de ces mentions, le jugement doit également mentionner le nom, le prénom et la qualité et la profession et le domicile ou la résidence des parties, ainsi, s'il y a lieu, le nom et la qualité et le domicile des mandataires de ce dernier. Bien plus, le jugement, il faut qu'il précise la présence ou l'absence des parties ou le visa des certificats de convocation. Il contient également
mention de l'audience des parties présentes ou leurs mandataires et des conclusions du ministère public si jamais c'est le cas. Il rappelle également, toujours le jugement, les conclusions des parties, l'analyse sommaire de leurs moyens, le visa des pièces produites et les dispositions législatives dont ils vont faire application. Mention y est faite que les débats ont eu lieu en audience publique en huis clos et que le jugement a été rendu en audience publique. Ils doivent toujours être motivés. C'est une disposition qui relève de la Constitution, l'article 120 de la Constitution, l'article 124, pardon, de la Constitution indique que les jugements sont rendus et exécutés au nom du roi et en vertu de la loi, et ils doivent être motivés, bien entendu. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs mentions obligatoires que doit comporter le jugement et qui sont énumérées par les dispositions de l'article 50 du Code de la procédure civile. Si jamais une mention est omise et oubliée et ne figure pas dans le jugement, celui-ci peut être frappé par la nullité. Le juge ne se contente pas de rédiger le jugement, mais encore faut-il qu'il motive le jugement. Il faut qu'il indique les motivations qui l'ont amené à prendre le dispositif qui figure dans la fin du jugement. C'est la raison pour laquelle on dit dans les palais français que le juge couche le jugement. Le juge couche le jugement. Donc les jugements, une fois qu'ils sont rédigés, ils sont datés et signés, selon le cas, par le président de l'audience, le juge rapporteur et le greffier, sinon, s'il s'agit d'une formation à juge unique, uniquement par le juge unique et le greffier. Si un empêchement empêche le juge rapporteur ou le juge unique, il se trouve cet empêchement le met dans une impossibilité de signer le jugement. Eh bien, celui-ci, dans les 24 heures de la constatation de cet empêchement, il doit être signé par le président du tribunal. Si il y a un empêchement, cette fois-ci, qui a frappé le président, qui ne peut pas signer ce jugement, eh bien, le jugement peut être signé par le magistrat le plus ancien du tribunal. En tout état de cause, dans les deux situations, mention doit être indiquée dans le jugement qui n'a pas pu être signé par le juge concerné et que c'est le président ou, en cas d'absence du président, le juge le plus ancien qui se substitue à ce magistrat pour le signer. Si l'impossibilité de signer vient de la part du greffier, c'est le greffier qui est dans l'impossibilité de signer le dit jugement. Il suffit que le juge le signe et en fasse mention dans le jugement. Il indique dans le jugement que le greffier n'a pas pu signer parce qu'il a eu un empêchement, une maladie, qu'est-ce que j'en sais. Si l'empêchement vient à la fois du juge et du greffier, c'est le juge et le greffier qui ont un empêchement majeur, matériel, qui fait en sorte à ce qu'ils ne peuvent signer le jugement. Dans ce cas-là, l'affaire doit revenir à l'audience pour un nouveau débat jusqu'au jugement. C'est-à-dire, on refait l'instance depuis le début. On considère que ce jugement n'existe pas et par conséquent, l'affaire se représente encore une fois devant le tribunal pour qu'il soit encore une fois instruite selon les considérations que nous avons étudiées plus avant. Donc, une fois que le jugement obéit aux formalités énumérées par l'article 50 et qu'il est signé par les parties intéressées, en l'occurrence le juge, le greffier et, le cas échéant, le ministère public, et en cas d'empêchement, les personnes qui peuvent se substituer à eux pour le signer, l'original du jugement qui s'appelle la minute. Pourquoi on l'appelle la minute? Dans les palais français, les anciens palais français, les greffiers, lorsqu'il s'agit d'un jugement qui a été élaboré, ils l'écrivaient en petits caractères ou des caractères minuscules. C'est la raison minuscule, minute, minuscule. Donc, l'appellation minute vient de ce fait-là que les greffiers auparavant, en France, écrivaient les jugements avec des petits caractères, avec des caractères minuscules. Une fois que le jugement a été rédigé, l'original de ce jugement, qu'on appelle la minute,
est conservé par le greffier dans l'archive du tribunal. Et ce jugement, cette minute, cet original du jugement, il est considéré comme étant un acte authentique conformément à l'article 418 du Code des obligations et de contrats et qui considère les jugements des tribunaux du royaume comme étant des actes authentiques. Des actes authentiques. L'article 51 du Code de la procédure civile précise que les jugements sont portés par le greffier sur des feuilles d'audience. Et il est fait mention de leur date sur le registre qui est prévu à cet effet. En fait, pour chaque audience, il y a une feuille qui est signée par le greffier et par le juge. Ces feuilles-là sont rassemblées périodiquement par le greffier pour constituer un dossier qui sont mises dans un registre et feuille après feuille, peut-être même semaine après semaine, on peut avoir par exemple le registre du mois de février, le registre du mois de décembre ou le registre, s'il y a plusieurs affaires, plusieurs, feuilles d'audience, le registre de la semaine, ce qui permet, en cas de besoin, de revenir le plus rapidement possible à ces feuilles d'audience lorsqu'il y a besoin. Elles sont, comme je viens de dire, donc périodiquement reliées pour former un registre. Les pièces qui appartiennent aux parties, le juge peut ordonner de les restituer à ces parties contre un récépissé. Mais le juge peut également demander à ce que certaines pièces soient annexées au dossier, restent dans le dossier, c'est-à-dire ils ne peuvent être remis si le juge estime que c'est utile pour les garder dans les dossiers. Le prononcé du jugement. Donc le jugement obéit à un délibéré. Il faut qu'il soit rédigé selon les formalités que je viens d'indiquer. Une fois qu'il a été rédigé, vient une troisième phase qui est le prononcé de jugement. Toujours, même si l'audience a eu lieu en huis clos, même si l'audience a eu lieu dans la chambre du conseil, toujours, tout le temps, le jugement doit être prononcé en audience publique. En audience publique. Le jugement doit être prononcé en présence de tous les magistrats qu'il avait élaborés. Ce n'est pas uniquement le président qui est là tout seul pour le prononcer, ce n'est pas le juge rapporteur. Tous les magistrats qui composent l'audience, les 3 magistrats, lorsqu'il s'agit d'une formation collégiale, doivent obligatoirement être présents au moment du prononcé du jugement. Le jugement, comme je viens de dire, il est en principe prononcé publiquement. Lecture de ce jugement. Par contre, dans la pratique, la lecture de ce jugement se contente uniquement d'indiquer le dispositif du jugement. On ne rentre pas dans les détails. On ne lit pas la totalité du jugement. Le président se contente de lire le dispositif du jugement. المنطوق ديالهم من حيث الشكل حكمت المحكمة من حيث الموضوع حكمت المحكمة. C'est tout ce qu'il dit. Et les parties ont la possibilité de revenir vers le greffier pour prendre copie, bien sûr, de ce dispositif. Mais en règle générale, dans la pratique, ce n'est que quelques jours, quelques semaines plus tard qu'ils peuvent s'adresser au greffier pour prendre acte, pour prendre une copie qu'on appelle la copie d'expédition ou encore l'expédition. Toute personne concernée par ce jugement, les parties bien entendu, aussi bien le demandeur que le défendeur, s'il y a plusieurs parties, toutes les parties, s'il y a plusieurs défendeurs, tous les défendeurs, et même les tierces, ils peuvent, s'ils le souhaitent, demander une expédition du jugement. Étant entendu, la minute, l'original, il est toujours conservé et il ne peut jamais quitter le tribunal. Mais ce sont des expéditions, c'est-à-dire des copies certifiées conformes par le greffe du tribunal. Donc, même les parties, même les tiers, ils ont le droit d'avoir une copie. Il y a un adage qui dit « arrêt lu à l'audience appartient au public ». Arrêt lu à l'audience, il appartient à qui? Au public, ce qui veut dire que tout le monde peut demander une copie. C'est d'ailleurs vers ce sens que l'article 53 du Code de la procédure civile indique qu'une expédition certifiée conforme de toute décision est délivrée
par le greffier dès qu'il en est requis. Il n'indique pas quelles sont les personnes qui doivent demander, qui doivent requérir cette expédition dès qu'il est requis, ce qui veut dire, monsieur tout le monde peut, s'il a un intérêt bien entendu, peut demander copie de ce jugement à travers l'expédition. Tout de suite, je vous dis qu'il y a 3 types d'expéditions. Il y a une expédition normale et il y a une expédition aux fins de signification, de notification si vous voulez, et il y a une expédition aux fins d'exécution. Nusra Adia, c'est-à-dire on prend acte du prononcé du jugement, des motifs, des motivations du juge et des faits qui sont évoqués en vue de cette motivation et du dispositif, ou encore une copie aux fins de signification, c'est-à-dire de notification, pour que l'on puisse plus tard demander au greffier une copie aux fins d'exécution avec la mention ou la formule exécutoire pour justement passer à la phase de l'exécution du jugement sur la personne qui a succombé. Donc voilà, les parties ont le droit de recevoir une expédition, les 3 expéditions selon leur désir. Est-ce qu'ils souhaitent simplement prendre connaissance du contenu du jugement? Ça sera une expédition normale, Nusra Adia, une copie du jugement original, mais qui porte le cachet du greffier comme quoi il est certifié conforme à l'original. Ils peuvent également demander au greffier une copie revêtue de ce qu'on appelle la formule exécutoire. An-Nusra at-Tanfidiya. An-Nusra at-Tanfidiya. Dans les palais toujours français, dans le temps et peut-être même dans le jargon des avocats aujourd'hui, on dit que cette expédition à titre ou aux fins d'exécution, on l'appelle la grosse. Rappelez-vous la minute, parce que le greffier écrivait le jugement en petits caractères, en caractères minuscules. Pour différencier cette expédition normale, qui n'est pas faite aux fins d'exécution, le greffier, lorsque il veut émettre une expédition aux fins d'exécution, il l'écrit en gros caractères, avec des caractères beaucoup plus importants que la minute que l'expédition normale. C'est la raison pour laquelle on l'appelle dans les palais français la grosse. Même dans le langage des avocats français, à la date d'aujourd'hui, l'avocat va vous dire « je vais lever la grosse », c'est-à-dire « je vais retirer la copie, l'expédition revêtue de la formule exécutoire ». C'est l'huissier de justice qui procède, une fois qu'on a obtenu l'exécution, la copie d'exécution avec la formule exécutoire, c'est l'huissier de justice qui est habilité à l'exécution forcée d'un jugement, c'est-à-dire si la personne ne souhaite pas s'exécuter de lui-même ou répondre à la sollicitation de la demande d'exécution, on passe aller carrément vers la saisie de ses biens à titre d'illustration. Vient juste après cette étape qui relève soit du délibéré comme étant une première phase, d'une seconde phase qui porte sur la rédaction du jugement, et bien entendu de cette 3e phase qui est relative au prononcé du jugement, vient une 4e phase qui porte sur la signification du jugement. Rappelez-vous, dans le cours, je vous avais indiqué qu'il y a peut-être lieu de distinguer la notification de la signification. Notification lorsqu'il s'agit de tous les cas, les actes en cours de procédure, en cours de l'instance, mais on parle de la signification. Lorsqu'on dit signification, cela veut dire qu'il s'agit d'un jugement qu'on souhaite signifier à la partie qui a succombé. On peut l'appeler, si vous voulez, notification, mais le terme le plus approprié reste bien entendu la signification. Alors, on examinera, qu'est-ce qu'on entend d'abord par notification ou signification? C'est de porter le jugement officiellement à la connaissance des parties. La signification, ou si vous voulez la notification, veut dire que d'une manière officielle, on est en train de porter le contenu du jugement à la connaissance des parties. Donc, quel est le rôle? Cette notification, il a certainement un rôle. Et quelles sont les formes de la notification? J'en ai parlé tout à l'heure, on va en parler avec beaucoup plus de détails. Le rôle de la notification,
Force est de constater que celle-ci a un double rôle. Il a une double mission. Notifier ou signifier un jugement veut dire que on peut faire valoir deux rôles. D'abord, c'est une condition fondamentale. C'est une décision indispensable pour qu'un jugement ait force exécutoire. Ce n'est qu'après avoir notifié le jugement à la partie adverse qu'on peut passer à l'étape de l'exécution de ce jugement. Sans cette notification, bien entendu, on ne peut pas passer directement à l'exécution. Force est de constater que les ordonnances sur requête, ils sont exécutoires sur minute, sur la minute, c'est-à-dire l'original du jugement. Il en est de même pour les ordonnances du référé, les ordonnances du juge d'exécution. Lorsque le juge d'exécution ordonne que celle-ci soit exécutée sur minute. Donc, il y a des fois où on n'a pas besoin, comme dit l'autre, de tirer, de lever la grosse, on peut carrément exécuter sur minute, mais c'est des exceptions qui relèvent de ces situations. En règle générale, un jugement, pour qu'il ait la force exécutoire, obligatoirement, il faut qu'il passe par l'étape de la notification, de la signification de ce jugement à la partie intéressée. Deuxième rôle, ou deuxième mission, ou attribution de la notification du jugement. Elle marque le point de départ des délais. N'oubliez pas que pour chaque jugement, il y a un délai à respecter pour recourir aux voies de recours. À titre d'exemple, un jugement rendu devant le tribunal de première instance dispose d'un délai de 30 jours pour interjeter appel. Il en est de même si un jugement a été rendu pour recourir à d'autres voies de recours, aussi bien ordinaires qu'extraordinaires. Donc, notifier le jugement veut dire que le compte à rebours pour passer, si l'on souhaite, aux voies de recours prévues par la loi commence à partir du jour de la notification. Force est de constater que pour les jugements rendus par les tribunaux de première instance, on peut faire appel sans attendre le jugement. C'est-à-dire, si jamais j'ai un intérêt, j'ai pris acte de jugement, de l'acte de l'expédition du jugement, Nusra al-Adiya, j'ai vu son contenu sans attendre, parce que je ne souhaite pas l'exécuter, sans attendre à ce que je sois, que je sois notifié, sans attendre que je sois notifié, je peux toujours interjeter appel alors que je n'ai pas été notifié. Mais si jamais je suis notifié, je dispose de 30 jours pour interjeter appel, faute de quoi il y a forclusion. Faute de quoi je ne peux plus agir en justice. Et le jugement qui a été rendu et qui avait l'autorité de la chose jugée aura, parce que toutes les voies de recours sont fermées, il n'y a plus possibilité de recours parce que je n'ai pas recouru à l'appel, dans ce cas, il aura la force de la chose jugée, comme on va le voir. Quelles sont les formes de la notification? C'est l'article 54 du Code de la procédure civile qui indique les formes de la notification et qui fixe les modalités de celle-ci. Au terme de cet article, la notification d'un jugement est accompagnée d'une expédition dûment certifiée conforme de ce jugement. Elle est transmise et remise dans les conditions qui sont fixées pour la notification. Rappelez-vous les dispositions des articles 37, 38, 39, notification à personne, notification à domicile, notification par voie postale, etc. Tout ceci, on l'applique également s'agissant de la notification ordinaire, j'allais dire, de jugement. Nous avons une situation particulière. C'est celle où on n'a pas touché la personne. Vous vous rappelez, on n'a pas pu trouver la personne du défendeur et le juge et le tribunal a été obligé de désigner un curateur, Wahd al-Qayyim. Donc, le jugement est notifié à ce curateur. Le curateur, il n'est là que pour représenter les intérêts du défendeur défaillant. Le défendeur qu'on n'a pas trouvé. Dans ce cas-là,
les délais d'appel et les délais de pourvoi ne courent que lorsque la décision a été notifiée au curateur et qu'après que le curateur a procédé à la publicité, à l'affichage du jugement dans les tableaux destinés à cet effet dans le tribunal. De même, il peut recourir à toutes les voies de publicité, par exemple les journaux d'annonces, les magazines et tout ça, pour justement publier le jugement afin de le rendre public. Comme ça, peut-être, le défendeur se manifestera parce qu'il saura qu'il y a un jugement qui a été rendu à son encontre et que peut-être il portera préjudice à ses intérêts. Donc, s'agissant de cette situation, on laisse un certain temps écouler entre le temps de la notification au curateur et le temps de l'exercice de ces procédures par le curateur, en l'occurrence l'affichage de jugement dans les tableaux dédiés à cet effet au sein du tribunal et la publicité du jugement dans les journaux d'annonces légales ou tout autre support de quelque ordre qu'elle soit. Et ce, pendant une durée de 30 jours. La loi fixe la durée de cette publicité pendant une durée de 30 jours. Ce n'est qu'après que le jugement pourrait devenir exécutoire. Et c'est le greffier qui atteste toutes ces procédures parce que, rappelez-vous, le curateur n'est autre qu'un membre du greffe du tribunal concerné. Et dans ce cas-là, le jugement devient définitif et il permet son exécution si on a respecté, bien entendu, la dite procédure. En pratique, là c'est le code de la procédure civile, mais la pratique veut que c'est l'huissier qui s'occupe également de la notification et comment dirais-je, à la requête, à la demande de la partie qui a gagné le procès. Celui qui a gagné le procès, il a intérêt à faire notifier la partie adverse et par conséquent, pour faire vite, il le fait par le biais d'un huissier de justice. La notification doit toujours indiquer à la partie adverse les délais de recours et les modalités de recours. La notification du jugement, la signification du jugement obéit, comme je venais de dire tout à l'heure, à tout le dispositif prévu pour les convocations telles que nous les avons étudiées. Un huissier de justice, un greffe du tribunal peut notifier le jugement. Nous savons que pratiquement, vu les charges de leur travail, ce n'est pas eux qui s'en occupent, mais ils ont le pouvoir de le faire. Mais ça se fait également par le biais du huissier de justice, soit à personne, soit à domicile. Il n'arrive pas à trouver. On passe à la lettre recommandée avec accusé de réception. En fait, selon carrément les mêmes dispositions que l'article 37, 38, 39 du Code de la procédure civile. Quels sont donc les effets d'un jugement? Quels sont les effets d'un jugement qui est rendu? Eh bien, ils sont au nombre de 4. D'abord, le jugement dessaisit le juge. D'abord, le premier effet, c'est lorsque le juge a rendu le jugement, il se dessaisit. Deuxième élément, il renforce le droit. Le jugement, il renforce le droit. Troisième chose, le jugement est revêtu de l'autorité de la chose jugée dont j'avais parlé à plusieurs reprises dans le cadre de ce cours. Et enfin, il peut, sous certaines conditions, être mis à exécution. Donc on va étudier 4 éléments. D'abord, comment le tribunal est dessaisi lorsqu'il a rendu le jugement, lorsqu'il a prononcé le jugement. Comment le juge est dessaisi une fois qu'il a prononcé le jugement. Deuxième chose, comment le jugement renforce-t-il le droit? Et que veut dire l'autorité de la chose jugée? Et enfin, comment on met en exécution un jugement? 4 choses donc. Donc, dessaisissement du tribunal. C'est peut-être le principal effet de jugement. Une fois que le juge a instruit l'affaire, que les débats est clôturés, que les parties au procès ont présenté l'ensemble de leurs moyens de défense et que le juge a prononcé le jugement, il se dessaisit. C'est-à-dire, il n'a plus la possibilité d'exercer son pouvoir juridictionnel. Bien sûr, quant à cette affaire pour laquelle il a rendu un jugement. Donc, il ne peut revenir sur la décision, il ne peut la modifier, il ne peut la retoucher, c'est définitif. Certes, cette règle,
ce désistement connaît des exceptions dont on va étudier, mais il n'en demeure pas moins que le principe que lorsque le juge se prononce, il se dessaisit. D'où d'ailleurs un adage fort intéressant, fort important, qui indique que la sentence rendue, le jugement rendu, le juge cesse d'être juge. La sentence rendue, le juge cesse d'être juge. C'est-à-dire, le jugement éteint l'instance et le juge n'a plus le droit de revenir sur cette instance. Il a le droit de trancher d'autres litiges, d'ailleurs il est là pour ça, mais sur cette affaire, entre les mêmes parties, pour la même cause et pour le même objet, il doit se dessaisir. Mais ce dessaisissement du juge connaît des exceptions. La première exception, il relève des dispositions de l'article 26 du Code de la procédure civile. Un jugement, lorsqu'il est rendu, le juge peut, dans le cadre de ce jugement, rendre une décision ambiguë, avec une erreur matérielle. Les chiffres, par exemple, au lieu de parler de 300 000 dirhams, il oublie un zéro. Donc, on peut toujours, via les dispositions de l'article 26 du Code de la procédure civile, revenir vers le même tribunal, pas un autre tribunal, le même tribunal qui a prononcé le jugement pour lui demander de rectifier le jugement ou encore d'interpréter le jugement. Si le jugement est ambigu, on n'arrive pas à comprendre le sens des motifs et du dispositif, on peut toujours revenir vers le tribunal conformément aux dispositions de l'article 26 du Code de la procédure civile pour demander soit l'interprétation du jugement, soit la rectification du jugement, ou encore le demandeur a présenté plusieurs demandes. Et nous avons indiqué, rappelez-vous, que le juge doit statuer infra petit a, ultra petit a. Il doit statuer conformément aux demandes des parties. Mais il a omis de répondre à 1, 2, 3 demandes de la partie. On peut recourir dans le cadre de cet article 26 au juge pour lui demander de rectifier le jugement pour répondre aux prétentions et aux demandes qui ont été élaborées et pour lesquelles on n'a pas trouvé des réponses dans le jugement. Donc, une juridiction qui a rendu une décision dont le sens est ambigu ou qui contient une omission d'ordre matériel, il peut toujours rectifier le dit jugement. Mais il est interdit au juge, dans ce cas-là, de reprendre le fond de cette affaire ou encore d'accepter d'autres demandes. Il ne s'agit là que de rectifier des erreurs d'ordre matériel, pas plus, moins. Il y a une erreur matérielle qui a glissé dans le jugement, on demande au juge de rectifier cette erreur ou d'interpréter son jugement ou on s'adresse à lui pour compléter les jugements lorsqu'il y a omission de répondre à certaines demandes. Et la pratique des avocats, je vous le dis tout de suite, fait en sorte à ce qu'il ne recourt pas à ce dernier moyen lorsque le juge, entre guillemets, a oublié de répondre à certaines demandes des parties. Pour la simple raison que si vous recourez au tribunal pour qu'il apporte les rectifications dans ce sens, il pourrait très bien vous répondre « je ne vous ai pas répondu à ces demandes pour la simple raison que j'en ai pas besoin ». C'est-à-dire que juridiquement, puisque je n'ai pas répondu, c'est que je les ai rejetés, je ne les ai pas acceptés et vous aurez perdu un certain temps. Il vaut mieux peut-être aller vers l'appel dans ce cas-là pour gagner du temps. Je parle pour la pratique des avocats. C'est-à-dire, au lieu de revenir vers le premier juge pour lui demander d'apporter les corrections et de se voir vers la fin de cette instance de rectification, voir un jugement rendu en disant « j'ai pas répondu » pour la simple raison, c'est que c'est un refus tacite de ces demandes. Et dans ce cas-là, on va se trouver en train d'interjeter appel et avoir perdu un certain temps pour recourir à cette procédure. Deuxième effet du jugement, de désisement, du juge. Le jugement rendu quand le jugement avant dire droit, le jugement al-ahkam tmhidiya,
les jugements préparatoires, nous en avons longuement parlé, il ne dessaisit pas le juge. Le juge aura encore à statuer sur le fond du litige. Lorsque le juge ordonne une mesure d'instruction, une expertise, une visite des lieux, une enquête, une vérification d'écriture, il continue à statuer parce qu'il a besoin de rendre un jugement sur le fond. Ce n'est que des jugements préparatoires, ce n'est que des jugements avant dire droit. Le fond du dossier reste toujours en instance et il revient toujours au juge de se prononcer sur le fond. Donc les jugements avant dire droit ne dessaisissent pas le juge. Troisième chose, tous les jugements rendus au provisoire peuvent être rapportés au juge en cas de nécessité. Un exemple, plusieurs procédures particulières indiquent que le juge peut se prononcer avec une exécution provisoire. Tel est le cas, par exemple, en matière de garde d'enfants ou du montant de la pension alimentaire. La personne intéressée, alors qu'il y a un jugement qui a été rendu sur ces questions, il peut toujours se rapporter au juge en cas de nécessité pour rectifier, pour augmenter le montant de la pension alimentaire à titre d'illustration. Et enfin, il s'agit également d'une quatrième possibilité qui ne dessaisit pas le juge, c'est-à-dire qui lui permet de revenir sur sa première décision, en l'occurrence ce qu'on appelle la rétractation. Ou encore l'opposition, l'opposition et la rétractation permettent au juge de revenir sa décision. Rappelez-vous, on est en présence d'une opposition lorsque le jugement a été rendu par défaut et qu'il n'est pas susceptible d'appel. Et dans ce cas-là, on revient vers la juridiction qui a prononcé ce jugement pour justement qu'il puisse se prononcer de nouveau, parce que là, maintenant, on peut se défendre, on est là. La rétractation, elle est prévue par les dispositions des articles 402 à 410. L'article 402 du Code de la procédure civile indique les situations où on peut recourir à cette voie de recours. Alors, on peut recourir à cette voie de rétractation conformément aux dispositions de l'article 402 du Code de la procédure civile s'il a été statué sur une chose non demandée ou adjugé plus qu'il n'a été demandé ou s'il a été omis de statuer sur un chef de demande. Deuxième mécanisme qui peut nous permettre à recourir à cette voie de recours, si le recours de l'instruction de l'affaire, et c'est au cours du recours de l'instruction de l'affaire, il y a dol, tdlis. Troisième situation, s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou déclarées fausses depuis la décision rendue. Quatrième situation, si depuis la décision, il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par la partie adverse. Cinquième situation, si dans une même décision, il y a des dispositions contraires, on ne comprend pas, de dispositifs contiennent des éléments contraires l'un par rapport à l'autre. Sixièmement, si par la suite d'ignorance d'une décision antérieure ou d'une erreur de fait, il a été rendu par la même juridiction entre les mêmes personnes sur les mêmes moyens, deux décisions en dernier ressort qui sont contradictoires. Septième et dernière situation, si des administrations publiques ou des incapables n'ont pas été valablement défendues. Ce sont ces situations que prévoit l'article 402 du Code de la procédure civile et qui permet au tribunal qui a rendu la décision de revenir sur sa décision antérieure pour la discuter quant au fond. Donc, ce sont plus, bien sûr, le jugement rendu par défaut, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, ce sont là les situations qui font que le juge ne se dessaisit pas. On peut revenir vers lui dans ces quatre situations. Autrement, le principe, c'est que une fois la sentence rendue, le juge cesse d'être juge, il se dessaisit, l'instance est complètement éteinte. Deuxième effet du jugement. Le jugement qui est dûment notifié à la partie adverse constitue, au sens de l'article 418 du Code des obligations et de contrats, un acte authentique. Il devient un acte rasmi. On ne peut le contester que par un seul moyen, l'inscription en faux tan bzor. Pour tout ce qui a trait aux éléments que le juge a accomplis lui-même ou qui ont eu lieu en sa présence
il est un acte authentique. Si on n'est pas d'accord avec cet acte-là, il reste un seul moyen pour le contester, c'est de s'inscrire en faux. Da'wa zor. Deuxième effet qui renforce le jugement du droit. Il rend possible, si vous avez un jugement, vous pouvez procéder à une hypothèque d'ordre judiciaire. C'est beaucoup plus facile pour vous d'obtenir une décision qui porte sur une hypothèque d'ordre judiciaire. Et troisième effet, un des effets les plus importants, je vais donner deux exemples si vous permettez. Rappelez-vous que nous avons parlé de la prescription dans plusieurs cours. Exemple, le Code du travail, et qui indique que la prescription en matière sociale est de 2 années. Un salarié qui a des droits vis-à-vis de son employeur, il doit le faire au bout de 2 ans. Faute de quoi, il perd son droit. Il y a prescription, il y a forclusion, il y a déchéance de ce dernier. Toutefois, s'il recourt au tribunal et il obtient un jugement, ce jugement a une durée de vie de 30 années. Il a une durée de 30 années pour qu'il soit exécuté. Ce n'est que lorsque ces 30 années seraient épuisées que, bien sûr, ce jugement est éteint. Ce jugement est éteint. Donc, la prescription qui était courte, 2 ans, devient une prescription de 30 années. Au lieu que ce soit une petite période, là, on est en présence d'une période véritablement large, 30 ans, 30 ans pour voir le jugement toujours possible d'exécution. Autre renforcement du droit, il permet, lorsqu'on a un jugement, il permet l'exécution forcée. Si la partie adverse ne respecte pas le jugement, ne veut pas s'exécuter volontairement, ne souhaite pas abdiquer au jugement, n'acquiesce pas au jugement, on peut toujours recourir à l'exécution forcée et rend possible par conséquent toutes les mesures d'exécution, même sur les biens meubles ou immeubles du débiteur, c'est-à-dire de la partie adverse. Vous ne souhaitez pas exécuter le jugement, j'ai la possibilité de recourir à une exécution forcée en faisant le nécessaire sur vos biens personnels. Et, bien sûr, un jugement qui a été rendu, il a autorité de la chose jugée. Il a autorité de la chose jugée. Que veut dire l'autorité de la chose jugée? C'est l'article 451 du Code des obligations et de contrats qui indique et qui définit l'autorité de la chose jugée. Si vous permettez, je vais vous lire cet article parce qu'il est fondamentalement important pour notre propos. L'article 451 indique l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif du jugement. Il ne s'attache pas au motif du jugement. Il ne s'attache donc qu'au dispositif du jugement. Il n'a lieu qu'à l'égard de ce qui en a fait l'objet ou de ce qui en est une conséquence nécessaire et directe. Ainsi donc, il faut que la chose demandée soit la même, ou, deuxièmement, que la demande soit fondée sur la même cause, et enfin, que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elle ou contre elle en la même qualité. C'est ce qu'on appelle la triple identité. Les mêmes parties, les mêmes causes et le même objet. Ce n'est qu'en ce moment-là qu'on peut, conformément aux dispositions de l'article 451 du Code des obligations et de contrats, parler d'un jugement qui a acquis, qui a une autorité de la chose jugée. Donc, sont considérés comme parties les héritiers et ayant cause des parties qui ont figuré à l'instance lorsqu'ils exercent les droits de leur auteur, sauf lorsqu'il y a dol ou il y a conclusion. Autrement dit, la loi attache à ce qui a été décidé par un juge à une présomption forte de vérité. Il constitue véritablement la véritable vérité. On dit en arabe que al-hukm huwa unwan al-haqiqa. Al-hukm هو عنوان الحقيقة. لم نقل أنه هو الحقيقة المطلقة لأن الحقيقة تقدر تكون autre chose que منطوق الحكم ولكن هو بمثابة عنوان للحقيقة. Donc ce qui a été décidé par le juge est une présomption forte s'agissant de la vérité qui ne pourrait être détruite que
lorsqu'il y a un élément nouveau, comme j'ai dit tout à l'heure, par la voie, par exemple, de la rétractation telle que prévue par les dispositions de l'article 402 du Code de la procédure civile. Seuls les jugements contentieux ont autorité de la chose jugée. Les jugements gracieux n'ont pas cette autorité de la chose jugée. Donc, ils ont force de vérité légale, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a un adage qui dit « la chose jugée doit être tenue pour vérité ». Rappelez-vous, il doit être tenu pour vérité. Il n'a jamais dit que la chose jugée est considérée comme vérité. Il doit être tenu comme étant une vérité. Si une nouvelle demande présentée, il se heurtera, bien entendu, par une fin de non-recevoir tirée de cette exception qu'on appelle l'exception de l'autorité de la chose jugée. La chose jugée est immuable. Il ne peut être remis en cause que par les voies de recours qui sont ouvertes à cet effet. En l'occurrence, soit l'opposition ou encore soit l'appel. La raison d'être de cette autorité de la chose jugée a été expliquée par le fait que la décision rendue vient d'une véritable autorité à qui l'État, à qui la loi a donné compétence pour trancher les litiges conformément à ce que le juge a pu connaître en instruisant le dossier. Il est conforme peut-être à la vérité dans ce sens où le juge a indiqué dans ce jugement que c'est peut-être la vérité par rapport à ce juge. Et par conséquent, il devient immuable, c'est-à-dire là on cherche à ce que les relations sociales aient une véritable stabilité, on recherche à ce que les décisions juridictionnelles donnent cette stabilité au sein des citoyens en disant qui s'explique bien entendu par l'intangibilité de ces décisions. Une fois le différend tranché par le juge, l'autorité de la chose jugée tend à interdire incessamment de renouveler l'instance, encore une fois, lorsqu'il concerne les mêmes parties et lorsqu'il concerne le même objet et lorsqu'il concerne la même cause entre les parties. Donc, il nous incombe d'étudier d'abord les caractères de l'autorité de la chose jugée, pour ensuite étudier le domaine de celle-ci et enfin de passer en revue les conséquences de l'autorité de la chose jugée. S'agissant des caractères, il y en a 3. L'autorité de la chose jugée existe dès le prononcé du jugement. Elle permet par exemple de faire une saisie conservatoire. Le jugement est simplement fragile. Il est conditionnel jusqu'à l'expiration du délai d'appel. Donc cette autorité de la chose jugée, c'est une épée de Damoclès suspendue sur la tête du jugement jusqu'à l'épuisement du délai de 30 jours. Si jamais ce délai de 30 jours est expiré, eh bien, là, le jugement, il n'aura plus l'autorité de la chose jugée, mais il aura la force de la chose jugée parce qu'il n'est susceptible d'aucune voie de recours. Les voies de recours sont épuisées. Deuxièmement, l'autorité de la chose jugée présente un aspect positif. Le gagnant, il se conforte dans sa situation. Il peut se prévaloir de ce jugement. J'ai dit tout à l'heure qu'il peut carrément inscrire une hypothèque judiciaire. L'autorité de la chose a un aspect également négatif, dans le sens où toute action qui tend entre les mêmes parties, qui tend à demander le même objet, qui tend vers les mêmes objets, avec les mêmes causes, il serait déclaré irrecevable. On parle, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'identité des parties, de l'intérêt et de l'objet, c'est-à-dire la triple identité dont j'avais parlé tout à l'heure. Quel est le domaine de l'autorité de la chose jugée? D'abord, à la lecture attentive des dispositions de l'article 451 du DOC, on comprend, et je l'ai lu tout à l'heure, que cette autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif de jugement. Il ne s'attache pas, il n'a eu égard qu'à l'égard de ceux qui ont fait l'objet et de ce qui en est une conséquence nécessaire. Il s'attache donc au dispositif de jugement. Cet attribut n'est attaché qu'au jugement contentieux. Pourquoi? Parce que les jugements gracieux ne sont pas concernés par cette autorité de la chose jugée. Le juge
lorsqu'il se prononce dans le cadre de ce jugement gracieux, il peut toujours revenir sur sa première décision. Il n'a pas autorité de la chose jugée. Il peut la rétracter. Il peut accorder autre chose que ce qui est prévu. Il peut la retirer. Il peut la modifier. Il peut ne pas l'accepter. Ainsi, lorsque il s'agit d'une mesure qui relève du jugement gracieux, cette mesure gracieuse, ce jugement gracieux, n'a pas l'autorité de la chose jugée dans le sens où le juge peut les modifier dans tous les sens qu'il souhaite parce qu'il n'est pas obligé de suivre ce qu'il a été décidé par ce jugement gracieux. Deuxièmement, il faut qu'il porte sur un jugement sur le fond. Il faut qu'il porte sur un jugement sur le fond. Donc l'autorité de la chose jugée n'est attribuée qu'au jugement statuant sur le fond de l'affaire. Tous les jugements avant dire droit ne concernent point ne sont pas concernés par l'autorité de la chose jugée. Mais ces jugements avant dire droit, ils existent par eux-mêmes. Ils ne peuvent être ignorés, mais ils n'ont pas quand même l'autorité de la chose jugée. Alors, troisième domaine de cette autorité de la chose jugée, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est seuls les jugements qui énoncent la décision sous forme de dispositif, le mentor, c'est de là qu'on déduit l'autorité de la chose jugée. Et c'est là où que la chose jugée est attachée à ce dispositif. C'est dans le dispositif qu'on trouve l'autorité de la chose jugée et non pas dans les motifs. En conséquence, les motifs de jugement ne sauraient avoir autorité de la chose jugée car ils sont les prémices, ceux qui permettent au juge de prononcer le dispositif de la décision. Quelles sont les conséquences de l'autorité de la chose jugée? Eh bien, tout d'abord, la chose jugée est immuable. Les plaideurs ne peuvent jamais revenir en justice pour une question qui a été déjà tranchée. Cependant, une nouvelle demande qui porte sur autre chose, il peut être accepté par le tribunal. Si la demande porte sur autre chose que le jugement a été rendu, bien sûr, il peut être accepté. S'il s'agit d'un autre demandeur, X et Y X a engagé une action contre Y, Y a succombé, A a gagné, bien entendu, ce jugement-là a autorité de la chose jugée, mais si B souhaite engager une autre action contre Y, pour les mêmes motifs et pour les mêmes objets et pour la même cause. Donc là, un des éléments essentiels de l'autorité de la chose jugée, à savoir les triples parties, l'identité des parties est là et par conséquent n'est pas là, et peut être bien entendu acceptée. Si jamais ce n'est pas le cas, s'il s'agit, comme j'ai dit tout à l'heure, de la triple identité des parties, l'affaire relève des mêmes parties, des mêmes objets, on peut faire valoir un moyen de défense, appelé l'exception de la chose jugée. L'exception de la chose jugée. Nous l'avons étudié préalablement, qui est considérée comme étant une fin de non-recevoir. Cette fin de non-recevoir ne peut être soulevée d'office par le tribunal. Il revient aux parties qui souhaitent la soulever de le faire, puisque cette fin de non-recevoir ne défend pas un intérêt général, mais il défend plutôt un intérêt privé des parties, et c'est à la partie qui souhaite faire prévaloir cet intérêt privé de soulever cette exception de fin de non-recevoir devant le juge pour que celui-ci se prononce en faveur de l'irrecevabilité de l'action en justice. Donc, ce qui laisse entendre que la fin de non-recevoir que nous venons de présenter doit donc être présentée devant le juge de fond. Il ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation. Il doit être toujours soulevé, soit devant les juges de première instance ou encore devant la Cour d'appel, puisque ces deux instances sont considérées comme des juges, les magistrats de ces deux instances sont considérés comme des juges de fond et ces deux tribunaux sont considérés comme étant les tribunaux qui statuent sur le fond. La Cour de cassation, rappelez-vous, est
un tribunal qui dit le droit. Ce sont des magistrats de droit. Il faut donc que la décision ne se heurte pas à une identité des parties, ni à une identité des causes, ni à une identité de l'objet. Faute de quoi, bien sûr, irrecevabilité. Si c'est différent, rien n'empêche. Si l'identité des parties est différente, si l'objet de la demande est différent, si la cause de la demande est différente, bien sûr que dans ce cas-là, il pourrait être accepté. Donc un jugement qui a des effets, nous venons de les voir, une fois qu'il est rendu, j'ai dit tout à l'heure, et qu'une fois que la partie adverse a été notifiée par une expédition normale, émanant du greffe, et qui constitue un certificat conforme de la minute, on peut toujours faire exécuter le jugement. Mais pour exécuter le jugement, encore faut-il qu'on notifie, on signifie à la partie adverse ce que j'avais indiqué tout à l'heure, à savoir l'expédition revêtue avec la formule exécutoire. Revêtue avec la formule exécutoire que j'avais appelée tout à l'heure, la grosse, c'est le langage utilisé par les palais français dans les tribunaux français. Mais ce n'est pas suffisant. Des formalités complémentaires sont nécessaires pour que le jugement ait cette force exécutoire. C'est-à-dire, il faut que la partie adverse soit notifiée de ce jugement conformément aux règles de notification, de signification prévues par les dispositions des articles 37, 38, 39. Il est donc essentiel de savoir quelles sont les conditions nécessaires pour qu'un jugement puisse être exécutoire, c'est-à-dire bénéficier à la personne à qui il a été rendu. Bien sûr, je l'ai dit et je le redis, la signification du jugement revêtu de la formule exécutoire est une formalité indispensable, incontournable, pour que le jugement puisse être exécuté. Mais la loi indique que l'exécution doit se faire dans un délai. Le délai n'est pas ouvert, n'est pas à l'infini. Il faut que ça se fasse dans un délai déterminé par la loi. Donc, il y a lieu pour nous d'étudier la notification des jugements, ou si vous voulez, la signification des jugements, les conditions générales pour qu'un jugement ait une force exécutoire, puis l'hypothèse particulière de l'exécution provisoire. Il se peut parfois, même si le jugement, même si il y a un recours suspensif, l'appel par exemple, ou la cassation, parfois, que le juge ordonne une exécution provisoire. Une exécution provisoire. Donc, il s'agit pour nous d'étudier les conditions dans lesquelles le juge peut rendre une exécution provisoire, la durée pendant laquelle l'exécution du jugement est possible, et enfin, quid lorsqu'il s'agit d'exécuter ici au Maroc, sur le territoire marocain, d'un jugement rendu par un tribunal étranger. 4 situations que nous allons, Inch'Allah, passer en revue. Notification du jugement. Je ne vais pas me répéter parce que j'en ai parlé. Une expédition qui prend une forme, une expédition avec une forme exécutoire est délivrée par le greffe au bénéficiaire qui porte le cachet, bien entendu, et la signature du greffier, et qui la porte à la connaissance de la partie adverse, justement pour exécution. La notification est appelée également signification, comme j'ai dit dans plusieurs cours, qui consiste à porter, bien entendu, encore une fois, le jugement à la connaissance de la partie adverse. Elle est le préliminaire indispensable pour qu'un jugement puisse être exécuté. Le plaideur bénéficiaire du jugement, s'il souhaite exercer ses prérogatives que la loi lui accorde concernant l'exécution de ce jugement, obligatoirement, il doit obéir, il doit respecter cette procédure substantielle qui est la signification de l'expédition avec la formule exécutoire à son adversaire. J'ai dit et je répète que cette signification se fait conformément aux dispositions
du Code de la procédure civile en matière de notification, encore une fois, des articles 37, 38, 39. Les conditions générales pour qu'un jugement ait la force exécutoire. Dans ce cas-là, il y a lieu de distinguer entre trois institutions. Soit on est en train de parler de l'autorité de la chose jugée, ou de la force de la chose jugée, ou encore de la force exécutoire d'un jugement. Trois institutions que nous allons, Inch'Allah, passer en revue. L'autorité de la chose jugée. Donc, une fois que le jugement a été prononcé, il acquit l'autorité de la chose jugée. Cette autorité cesse systématiquement le jour où le jugement est frappé par une voie de recours, quelle que soit la voie de recours. Jugement rendu, il a l'autorité de la chose jugée. Cette autorité de la chose jugée continue dans le temps jusqu'à ce que la partie adverse recourt à une voie de recours. Et dans ce cas-là, le jugement, là, il y a suspension de cette autorité de la chose jugée. Quid lorsqu'il s'agit de la force jugée? Pour que le jugement ait une force, le qualificatif de jugement avec une force de la chose jugée, il faut qu'il ne soit plus susceptible d'aucune voie de recours suspensive. Si une voie de recours suspensif de l'exécution est toujours ouverte, jamais le jugement ne peut prétendre à ce qualificatif de force de la chose jugée. Il reste toujours sous l'autorité de la chose jugée. Donc, une fois que ce jugement rendu n'est plus susceptible d'aucune voie de recours suspensif de l'exécution, dans ce cas-là, il acquit l'autorité de la chose jugée. Ce qui suppose, en règle générale, qu'on a notifié le jugement à la partie adverse et que les délais d'appel ou de déposition ou d'opposition légale sont dépassés et qu'on n'a pas procédé à l'appel ou qu'on n'a pas procédé à l'opposition. Et dans ce cas-là, l'autorité de la chose jugée se transforme en force de la chose jugée. L'autorité, la force de la chose jugée peut également résulter de l'acquiescement de la partie adverse, le kaboul. Je donne un exemple. Un jugement a été rendu, il condamne la personne à payer une certaine somme d'argent, disons 30 000 dirhams. Cette personne-là paye. Ce qui veut dire qu'il accepte le jugement, il acquiesce au jugement. Et dans ce cas-là, le fait qu'il ait payé veut dire que ce jugement n'a plus l'autorité de la chose jugée par le fait qu'il a été exécuté volontairement par le condamné, par la partie adverse. Donc ce jugement-là, en ce moment-là, a la force de la chose jugée. Il peut l'avoir également lorsque celui qui en bénéficie s'adresse au tribunal dont émane le jugement pour lui demander de lui délivrer un certificat qu'on appelle le certificat de non-appel. Shahadat Adam Sinef. C'est ou Shahadat Adam Ta'arud, le certificat de non-opposition. Lorsque le bénéficiaire du jugement obtient ce certificat de la part du greffe qui sait, en lisant les registres dialogue, est-ce qu'il y a appel ou il y a opposition, dans ce cas-là, le jugement qui avait l'autorité de la chose jugée et qui n'est plus susceptible d'aucune voie de recours suspensif de l'exécution, parce que les délais d'appel, par exemple, ou les délais d'opposition sont écoulés, par le biais de la délivrance de cette attestation de non-appel, il acquit dans ce moment-là la force de la chose jugée. Les jugements en premier et dernier ressort, rappelez-vous, lorsqu'on s'adresse au TPI pour un litige dont le montant ne dépasse pas 20 000 dirhams, le jugement qui serait rendu par le tribunal de première instance, dans ce cas-là, est un jugement de premier et de dernier ressort. La peine n'est pas possible parce que la somme objet du litige n'est pas fondamentalement importante pour le législateur et il n'a pas accepté à ce qu'on fasse appel pour celle-ci. Dans ce cas-là, le jugement ne peut faire que objet d'un pourvoi, d'une voie de recours extraordinaire, en l'occurrence la cassation. Et en règle générale, sauf certaines situations prévues par le Code de la procédure civile, la cassation n'est pas suspensive, n'est pas une voie de recours suspensive de l'exécution de jugement. Par contre, l'appel et les positions ils ont pour effet de suspendre l'exécution
de jugement. Et ce, non seulement au moment de recours à ces dernières, mais pendant tout le délai accordé par le législateur pour recourir à ces voies de recours. Par exemple, pendant tout le délai des 30 jours, on ne peut pas exécuter le jugement. Et après, à la fin du dernier jour, si jamais, bien entendu, la partie adverse a interjeté appel, il devient suspensif. Si ce n'est pas le cas, c'est à partir de cet instant-là qu'on peut demander l'exécution du jugement. Donc, on avait parlé de l'autorité de la chose jugée, de la force de la chose jugée. Qu'en est-il de la force exécutoire du jugement? En principe, un jugement est exécutoire lorsqu'il a la qualité de la force jugée, c'est-à-dire il devient insusceptible de toutes les voies de recours suspensifs d'exécution, en l'occurrence l'appel ou l'opposition. Cependant, ce moment-là de l'exécution, dit le jugement, il peut très bien être avancé, et dans ce cas-là, le jugement devient exécutoire, avant même qu'on procède à l'appel ou à l'opposition. Ou encore, il peut être retardé. On peut demander, à titre d'exemple, au juge un délai de grâce, ou encore le jugement se prononce en faveur d'un délai de grâce avant que le jugement ne soit exécutoire. Donc la force exécutoire d'un jugement ne s'obtient que lorsque le jugement acquit la force de la chose jugée, qui pourrait être soit avancée et qui pourrait être soit retardée par le juge. Le jugement peut être exécuté par avance dans l'hypothèse, par exemple, de l'exécution provisoire. Le code prévoit que dans certains cas, un jugement peut être exécuté malgré les effets suspensifs des voies de recours qui sont engagées par la partie intéressée. Mais simplement à titre provisoire. On dit encore qu'il s'agit de l'exécution par provision. L'exécution par provision. À titre d'exemple, le premier alinéa de l'article 147 du Code de la procédure civile indique que l'exécution provisoire, nonobstant toute opposition ou appel, doit être ordonnée sans cautionnement s'il y a un titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente dont il n'y a point eu appel. Dans ce cas-là, bien sûr, on peut exécuter le jugement. L'exécution provisoire peut également être exécutée dans certains cas qui sont prévus par la loi. Donc, afin justement de permettre au créancier, à la personne à qui le jugement a profité, de l'exécuter le plus rapidement et éviter les manœuvres frauduleuses, les manœuvres parfois dilatoires de la partie adverse, il y a eu cette permission d'exécuter par avance le jugement, abstraction faite des voies de recours suspensifs. Quelles sont les conditions et les effets de cette chose-là, de l'exécution provisoire? Les conditions. L'exécution provisoire peut, ou parfois, il résulte de la loi. C'est la loi qui nous indique, dans certaines situations, que lorsque le jugement est prononcé par le juge, celui-ci est prononcé abstraction faite de tout recours suspensif avec une exécution provisoire. Il a pour point de départ, dans ce cas-là, la notification du jugement aux parties. Les hypothèses où la loi, il peut également résulter d'une décision du juge volontaire, dit le juge. Donc, soit c'est la loi qui détermine les situations où il y a exécution provisoire, soit c'est le juge qui, d'office, accorde à la partie intéressée cette exécution provisoire. L'exécution par une décision de la loi. C'est la loi qui attache automatiquement à certaines ordonnances, et ordonnances accordant une provision, et à certaines décisions de juges rapporteurs, à ce qu'ils soient exécutés tout de suite. De même, dans certains cas, la loi indique que dans certaines affaires, le jugement doit se prononcer avec une exécution provisoire.
C'est le cas, par exemple, en matière de contentieux familiaux. C'est le cas également en matière de contentieux social. C'est le cas, par exemple, en matière des droits nés du contrat de travail du salarié. Les droits nés du contrat, je ne parle pas des indemnités. Un salarié est parti, alors qu'il est parti le 25 du mois, il a droit à son salaire pour les 25 jours qu'il a travaillé. Il est parti au bout de 7 mois, mais il a droit à une indemnité compensatrice du congé. Il est parti au bout de 7 mois et il y a une prime annuelle, il a droit à une prime au prorata, c'est des droits. Ce ne sont pas des indemnités. Dans ce cas-là, le code de la procédure civile indique dans ces cas bien précis que lorsqu'il s'agit de l'exécution de contrat, le juge peut prononcer une exécution provisoire. Donc c'est la loi qui définit cette exécution provisoire. C'est le cas par exemple parfois en matière d'exécution de l'exécution provisoire en matière de difficultés d'entreprise. Dans plusieurs situations, les jugements rendus en matière de difficultés d'entreprise se prononcent avec exécution provisoire. L'exécution provisoire donc peut être prévue par la loi et s'applique automatiquement. Le juge n'a pas la faculté de l'accepter ou pas, il doit obéir à ses prescriptions légales et ordonner l'exécution provisoire. Comme il a le pouvoir discrétionnaire selon les cas, selon la matière, selon les circonstances de l'affaire, selon la nature de l'affaire, selon ce que lui, il voit, ce qu'on lui, il constate, est-ce qu'il y a lieu d'ordonner une mesure provisoire ou pas. Donc, dans ce cas-là, ce n'est pas la loi qui le prévoit, mais c'est une exécution provisoire ordonnée d'office par le juge. Il s'agit de cas où le juge estime que c'est nécessaire de prononcer une mesure exécutoire, parce qu'il est compatible avec la nature de l'affaire. Et surtout, par exemple, lorsqu'il s'agit d'ordonner une exécution provisoire par rapport aux dépens qui sont engagés par le demandeur pour faire aboutir l'instance. Masarif dawa. Donc, vous avez gagné, vous devez payer tous les frais de justice qu'on appelle les dépens, Masarif dawa. Dans ce cas-là, le juge peut prononcer une exécution provisoire. Le point de départ de l'exécution provisoire, c'est bien entendu la notification du jugement qui marque le départ du point de départ pour justement faire valoir cette exécution provisoire. L'exécution provisoire a plusieurs effets. D'abord, le bénéficiaire de celle-ci, il a la possibilité de faire exécuter le jugement s'il le souhaite. Si jamais il souhaite exécuter le jugement tout de suite, même s'il y a appel, même s'il y a opposition, il peut le faire. Si c'est le cas, le perdant devra exécuter le jugement immédiatement, même s'il a fait appel. Avec une réserve, bien entendu. Il pourra toujours s'adresser au tribunal pour lui demander une défense à exécution provisoire. C'est-à-dire, il demande au tribunal, dans le cadre, même s'il a fait appel, mais pas dans le cadre d'une exception dans cet appel-là, dans le cadre d'une demande à part, dans le cadre d'une demande séparée, il peut s'adresser au tribunal pour soulever une défense à exécution provisoire. Et ce, par une demande séparée, par une requête distincte à la requête principale de l'appel, qui est soulevée par celle-ci doit, cette demande, cette requête de la suspension de l'exécution provisoire, qu'on appelle la défense d'exécution provisoire, doit se faire devant la juridiction saisie de l'appel ou de l'opposition. Dès que le juge est saisi de cette requête, qui n'est pas jointe, bien sûr, au dossier sur le fond, la juridiction saisie convoque les parties pour justement discuter de cette demande et il ne les convoque pas dans une audience publique, il les convoque plutôt dans la chambre des conseils, Ghurfat al-Mashura. Donc le juge et les parties, les juges écoutent les observations des parties et le juridiction, le tribunal, doit statuer dans les 30 jours après avoir écouté, après avoir entendu les observations des parties. Le juge a deux possibilités. Soit il accepte
de surseoir à l'exécution provisoire, c'est-à-dire accepte la défense à exécution provisoire, soit il rejette cette demande et le bénéficiaire de l'exécution provisoire peut toujours continuer les voies d'exécution possibles puisque le jugement a été ordonné avec cette mesure. Si le juge surseoit à l'exécution, il fixe un délai ou il fixe des modalités pour garantir à ce que plus tard, cette personne-là ne va pas gaspiller son argent à tort et à travers, ou le jour J, où le bénéficiaire souhaite exécuter le jugement, dès que la personne n'aura plus rien, son patrimoine serait complètement démuni. Dans ce cas-là, par exemple, le juge peut demander pour surseoir à l'exécution provisoire à ce que celui qui en prétend apporte un cautionnement. Quelle est la durée pendant laquelle le jugement peut être exécuté? J'avais indiqué tout à l'heure que les décisions de justice sont susceptibles d'être exécutées pendant une durée de 30 années à partir du jour où ils ont été rendus. À partir du jour où ils ont été rendus, mais le jour où ils ont été notifiés. Ce délai concerne tous les types de jugements, y compris les jugements avant dire droit. Ce délai court du jour du prononcé du jugement jusqu'au jour où il a été notifié. Donc à partir du prononcé du jugement, 30 ans moins une journée, on peut toujours le notifier, il est toujours valable. 30 ans et une journée, le jugement devient périmé, il devient caduc, il n'existe plus, il est périmé. Quid qu'en est-il s'agissant de l'exécution des jugements étrangers? Ce sont les dispositions de l'article 430 du Code des obligations et de contrats qui fixent les conditions et les modalités d'exécution d'un jugement étranger. Au terme de cet article, les décisions de justice qui émanent de juridictions étrangères ne sont exécutées au Maroc qu'après avoir été revêtues de ce qu'on appelle l'exéquatur. L'exéquatur. Cette exéquatur est délivrée par le tribunal de première instance du domicile ou de la résidence du défendeur ou, à défaut, s'il n'a pas de domicile, du lieu où l'exécution doit être effectuée. Donc nous avons deux possibilités. Le tribunal qui serait compétent, il peut être soit le domicile ou la résidence du défendeur, si ce n'est pas le cas, c'est le lieu où le jugement doit être exécuté, c'est au tribunal du lieu où le jugement doit être exécuté que revient la compétence. Ce tribunal, une fois qu'il a été saisi, il faut qu'il s'assure de la régularité de l'acte de la compétence de la juridiction étrangère. Et surtout, il faut qu'il s'assure que les stipulations de cette décision ne sont pas contraires à l'ordre public marocain. Une concubine qui a pu avoir un jugement en France, par exemple, condamnant son concubin à payer une somme d'argent, et ce concubin se trouve aujourd'hui au Maroc d'une manière définitive, même si ce jugement a été rendu en France, une fois que cette concubine vient devant le tribunal du lieu de la résidence de son ex-concubin pour exécuter ce jugement-là, le tribunal constatera que cette décision, que le contenu de cette décision porte atteinte à l'ordre public marocain. À moins que, j'avais dit, lorsque nous avons parlé des notifications, des convocations aux personnes résidant à l'étranger, que le Maroc est lié par une panoplie de conventions bilatérales d'aide judiciaire. Le Code de la procédure civile indique, à moins que ces conventions diplomatiques bilatérales entre le Maroc et certains pays prévoient des dispositions contraires, la demande de l'étranger qui a eu un jugement en sa faveur en étranger est formée par voie d'une requête écrite qui doit comporter les éléments suivants, obligatoirement. Une expédition authentique de la décision qui a été rendue par le tribunal étranger, l'original de la notification ou tout autre acte qui tient lieu de cette notification. Il faut qu'il présente l'original de la notification du jugement à cette personne-là et un acte qui serait valable dans les mêmes conditions. Le certificat du greffe compétent constatant qu'il n'existe aucune décision
ni d'opposition, ni d'appel, ni de pourvoi en cassation contre la dite décision, et éventuellement une traduction complète en langue arabe des pièces énumérées ci-dessus, certifiées conformes par un traducteur assermenté. Le jugement d'exéquatur est rendu en audience publique, de la même manière que les jugements des tribunaux dont nous avons parlé tout à l'heure. Le jugement accordant l'exéquatur en matière de dissolution du pacte de mariage n'est susceptible d'aucune voie de recours, sauf par le ministère public marocain. C'est tout ce que nous avons à dire sur le jugement. Dans la prochaine séance, Inch'Allah, nous allons engager une séance sur les procédures particulières. Les procédures particulières sont nombreuses. On va parler de procédures devant le président du tribunal de première instance en sa qualité de juge de constat ou en sa qualité de juge de référé ou encore la procédure de l'injonction à payer. Mais il y a lieu de signaler dès à présent qu'il y a plusieurs procédures qu'on ne va pas étudier. Les procédures qui relèvent du droit de la famille, les procédures en matière sociale, la procédure en matière d'immatriculation des biens immeubles et ainsi de suite, les procédures en matière de redressement des entreprises en difficulté. Donc, quand je dis procédure particulière, pour notre propos, c'est d'étudier 3 procédures. La procédure d'injonction à payer, la procédure de constat et la procédure qui vise à demander au président du tribunal que constater un fait. Bien entendu, c'est ce qui fera l'objet de la prochaine séance par vidéoconférence à distance dans le cadre toujours de ces cours. Merci de votre attention et au plaisir de vous revoir.